Merci, merci. OK, bonne journée. Qu'est-ce qui crée la santé? Qu'est-ce qui donne la santé aux êtres humains? Puis c'est vraiment de manger sainement, idéalement pas de nourriture très transformée ou d'alimentation industrielle, de faire de l'activité physique, de dormir, de gérer notre stress, d'avoir des connexions sociales avec les personnes autour de nous, puis de limiter notre consommation de tabac, drogue et alcool. Tu sais, il n'y a personne qui tombe en bas de sa chaise quand on parle de ça, c'est vraiment la base, mais c'est souvent ça qui est négligé en ce moment dans notre société. Puis le fait de ne pas bien adresser ces 6 piliers-là du mode de vie, bien, ça peut engendrer toutes sortes de maladies. Toutes les recommandations de toutes les sociétés savantes parlent tout le temps de commencer par le mode de vie, mais c'est comme si on n'a pas tout à fait de mode d'emploi ou pas assez d'aide encore pour implanter ça. C'est tout un changement au niveau de la société qu'il faut réussir à opérer. Fait que chaque personne individuellement peut faire un petit bout, mais les conditions gagnantes, ça serait notre rôle comme société de les mettre en place. Allô, allô Marie, ça va bien? Bien, et vous? Oui, tu peux venir t'asseoir. La grossesse se passe toujours bien. Oui, As-tu du parfait. nouveau cette semaine? Elle Non? bouge bien, Oui. elle me laisse dormir. J'ai la chance de faire des suivis de grossesse dans ma clientèle, puis de suivre beaucoup de familles au fil du temps. Donc, beaucoup des femmes enceintes que j'ai suivies au cours des 10, 15, 20 dernières années sont devenues mes patientes, ainsi que leurs enfants, les conjoints, la famille élargie, tout ça. Alors, j'ai vraiment une belle variété de familles dans ma clientèle, finalement. Comment est placée bébé aujourd'hui? Tu as l'impression qu'elle a toujours la tête en bas? J'ai l'impression. Ouais. Mais après, je suis pas aussi douée que vous pour savoir quel morceau est où. Ça a l'air d'une tête. On va vérifier ça pour être bien certain. Direct dessus. C'est super. À base 145, 150, tout est parfait. Je m'appelle Marie Carlessi, je suis française. Je suis ici avec un permis d'études. Je suis donc étudiante en maîtrise à la FSA à l'Université Laval. Je suis arrivée enceinte de ma première fille, donc qui est née ici, et on était aussi suivie par le docteur Laberge. Et donc là, je suis enceinte de ma seconde petite fille qui devrait arriver d'ici une semaine ou deux, ou quand elle le souhaitera. Vraiment, niveau grossesse, j'ai beaucoup de chance. C'est plus après les enjeux autour d'être étudiante, parent, immigrante, etc., qui vont être un peu plus difficiles. Mais niveau santé, etc., j'avoue que j'ai pas à me plaindre. Et puis, je suis bien suivie. Fait qu'il est bien placé, la tête par en bas. On va sortir du bon bord. Parfait. Beaucoup des familles que je vois en ce moment sont confrontées quand même à plusieurs choses, entre autres une surcharge de travail, des fois des parents, beaucoup la charge mentale chez les mamans qui est très, très importante, chez les papas aussi, mais j'ai plus les mamans dans mon bureau pour ça, on dirait. Puis les enfants, au niveau scolaire, il y a beaucoup, beaucoup de consultations pour des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement, des suspicions de TDAH, qui vient peut-être souvent, des fois, plus du mode de vie que d'une vraie problématique médicale en tant que telle. Je m'appelle Véronique, je suis enseignante au primaire. Je suis avec les plus vieux, c'est les 5e et les 6e années. Je trouve qu'ils sont de plus en plus stressés. C'est pas facile. Les écrans aussi, les réseaux sociaux, ça cause beaucoup de problèmes qui se répercutent à l'école. Je trouve aussi que ça paraît sur les capacités intentionnelles et tout ça. Bon, je vais m'asseoir un peu. J'ai une quinzaine de minutes avant d'aller chercher les enfants à l'école. Puis après ça n'arrêtera pas jusqu'à l'heure du dodo. Ça va être assez intense. J'ai 3 garçons déjà, avec mon mari Maxime. Donc, on a Elliot. Elliot, il a 7 ans et demi, en 2e année au primaire. Il y a aussi Raphaël, qui a 6 ans en maternelle. Il y a Félix, qui est avec nous 3 ans et demi. Puis là, je suis enceinte de notre 4e garçon. Donc, c'est William qui est dû là, dans les prochains jours, très probablement. Là. Je suis à 39 semaines demain. Psychologiquement, ça va bien. Le début, par contre, j'étais très stressée. Ce bébé-là, dans le fond, avant, j'ai fait 2 fausses couches, chose que j'avais jamais faite avant. Fait que j'ai fait 2 fausses couches de suite avant de tomber enceinte. Donc, j'ai vraiment trouvé ça stressant. Les débuts, là, j'étais très anxieuse. Ça l'a beaucoup diminué quand j'ai commencé à le sentir bouger, ce qui est arrivé assez tard parce que j'ai le placenta avant. Du moment que j'ai commencé à le sentir bouger à tous les jours, moi, ça me rassure vraiment, puis ça l'a beaucoup apaisé mon anxiété. Ma grossesse se passe bien, pas vraiment de problème pour le bébé. Je la trouve quand même plus difficile cette fois-là, là, comparativement aux 3 autres.
J'ai eu beaucoup de migraines pour cette grossesse, énormément de migraines là, qui pouvaient durer plusieurs jours, tout ça avec vomissements, etc. Les douleurs aussi, là, c'est peut-être l'âge ou c'est peut-être... parce que c'est la 4e fois, là, je trouve que c'est un petit peu plus... c'est plus difficile. J'ai des douleurs un peu partout, mais bon, je pense que ça fait partie de la vie. Bien, nous, dès le début de notre relation, on avait parlé que... Bien, moi, je voulais des enfants, donc c'est sûr que si Maxime n'en voulait pas, ça n'aurait pas fonctionné. Fait que c'était plus le nombre. Après ça, pour Elliot, on avait choisi vraiment le timing, si on peut dire, là, parce que moi, je viens d'avoir mon poste. On avait notre première maison, donc c'était un bon moment. Les statistiques démontrent qu'au Québec, une grossesse sur 2 est non planifiée. C'est pas qu'elle est pas désirée, elle est juste pas planifiée. Si on tombe enceinte alors que c'est pas planifié, bah c'est pas grave, on peut travailler sur le reste une fois que c'est en route, mais si on est capable quand même de minimalement le prévoir, puis je parle pas de 2 ans avant, mais je pense qu'une fois qu'on est établi, puis qu'on sait qu'on veut avoir ce projet parental-là, minimalement 3 mois, parce que souvent on va dire, commencer à prendre une multivitamine ou de l'acide folique 3 mois avant de tomber enceinte. Donc, la fenêtre du 3 mois, elle est quand même intéressante. Sinon, est-ce qu'on a préparé Pas au vraiment. niveau de la santé? Bien, santé, on était en santé. J'ai pris des pilules, les vitamines prénatales. Puis au niveau de la... On n'a pas vraiment d'enjeu de chaque côté de notre famille. Il n'y a pas vraiment de maladie ou d'enjeu à ce niveau-là. Le plus tôt qu'on peut agir pour la santé des futures générations, c'est en préconception. 50% de la transmission vient d'un parent, puis 50% vient de l'autre. Donc, les deux sont importants dans la conception de l'enfant, puis dans la préparation de la santé du futur enfant. On a tous un bagage génétique qui nous est transmis par notre mère et par notre père, ou par les 2 personnes qui vont être biologiquement impliquées dans notre développement. Et donc, en fait, moi, je fais souvent l'analogie au livre. Donc, en fait, on a chacun un livre qui nous est propre, qui est composé de lettres. Ces lettres forment des mots et ces mots forment des phrases qui vont donner de l'information. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle des marques épigénétiques qui vont, en fait, être influencées par l'environnement auquel on va être exposé tout au long de notre vie. Et ces marques épigénétiques, il faut les voir, en fait, comme étant une ponctuation ou encore des accents qui sont mis sur les mots qui composent notre livre. Et donc, en fait, ces marques épigénétiques-là ne changent pas la séquence génétique ou notre bagage génétique, mais vient y apposer certaines marques qui font que les gènes vont être lus différemment, puis en bout de ligne, via toutes sortes de processus biologiques, va avoir une influence finalement sur le fonctionnement de nos organes et le développement ou le risque qu'on aura de développer des maladies plus tard dans la vie. La qualité de l'environnement va venir influencer, dans le fond, l'expression des gènes. Ce qui veut dire qu'un enfant peut naître, on peut avoir 2 enfants avec un risque génétique exact ou identique, mais que leur environnement va varier. Toutes ces émotions, tous ces mécanismes qui ont lieu lors de la grossesse, par l'entremise du placenta et d'autres mécanismes, ont effectivement des impacts sur la manière dont l'enfant évolue, l'enfant se développe, mais aussi comment, en fait, c'est prédicteur de comment l'enfant lui-même, éventuellement lors de sa naissance, arrivera ou parviendra à lui-même se réguler. À notre premier garçon, ma première grossesse pour Elliot, ça m'a jamais vraiment effleuré l'esprit, le stress. Je pense que j'étais plus jeune, c'était mon premier. J'étais pas tant consciente de ça. Puis quand on a eu notre premier garçon, ben j'ai beaucoup profité. C'est là que j'ai commencé à lire beaucoup, à me renseigner encore plus. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a un grand impact sur le stress, la santé émotionnelle de la mère. Ça a un impact sur le bébé. Puis là, je l'ai vu aussi depuis que je suis maman. Donc, j'ai fait attention aux grossesses suivantes. Félix aussi, c'est la grossesse où j'ai été le plus zen. Là. Ça, c'était merveilleux, c'était le contexte idéal. C'est un bébé qui était très calme, c'est un enfant calme. Puis notre plus vieux, Elliot, ben, c'est sûr, j'ai été très stressée. Et c'est un enfant stressé, là, hyper sensible aussi. C'est un baby. On ne le savait pas à l'époque, mais c'était clairement un baby. On travaille encore avec lui. Fait qu'un baby, c'est un bébé aux besoins intenses. Donc, Elliot, les premières choses qui nous ont alarmés, en fait, c'est qu'il dormait jamais.
J'ai encore les cahiers de quand il était bébé. Là. Il pouvait passer à 6 semaines, il pouvait rester réveillé genre 14 heures de suite. Là. Il ne dormait jamais. Il ne dormait pas en auto, il ne dormait pas en poussette, il ne dormait jamais. C'était la première chose. Puis après ça, quand le temps est venu de l'introduction de l'alimentation, les purées, c'était parfait. Mais dès qu'on a commencé les morceaux ou les purées grumeleuses, bien là, c'était... s'étouffait, ça ne fonctionnait pas, refus de manger. C'était plus dur. Oui, c'était beaucoup plus dur. Nous, on a commencé par le plus dur. Puis là, on s'en va de plus en plus facile. L'expérience aussi, ça l'aide, là. La maternité qui qualifie généralement le fait de porter un enfant et de le mettre au monde et qui est souvent associée à un moment d'épanouissement et de joie n'est pas toujours vécue dans la réalité comme une période où tout va bien. En fait, si la grossesse, la maternité est généralement désirée, attendue, voulue, et l'annonce d'une grossesse accueillie dans la joie, elle est très vite suivie de moments de stress, d'angoisse et des épisodes de peur. Quelqu'un qui est très stressé peut produire plus de cortisol, qui est une hormone de stress. Et ça peut passer via le placenta pour quand même avoir un impact sur le développement de l'enfant, qui peut devenir peut-être plus réactif au stress plus tard dans la vie. Entre autres, une étude que nous, on a menée auprès de 7 cohortes de naissance parmi 3 continents, ont révélé qu'en fait, les femmes qui présentaient un niveau de détresse au cours de la grossesse, mesuré sur 3 différents trimestres, qu'en fait, jusqu'à 24 mois, donc 2 ans postpartum, la présence donc d'anxiété ou de dépression était toujours présente. C'est très important pendant cette période d'avoir des bonnes habitudes de vie, comme par exemple une bonne qualité de sommeil, une bonne alimentation, c'est important pour la mère, mais aussi pour le fœtus. Aussi, l'exercice physique est lié à une meilleure bien-être pour la mère pendant la grossesse et puis aussi en postnatal. Je vais aller chercher les 2 plus vieux à l'école, fait que je vais te laisser Félix. Va voir papa 2 secondes, tu vas y aller après. Si on veut aller chercher le plus de bienfaits pour la santé des femmes et de leurs enfants, on devrait viser 150 minutes par semaine d'activité physique, d'intensité modérée et variée. Sachant justement que la période de la grossesse est importante dans la transmission des maladies entre la maman et le bébé, ben ça nous permet de développer des interventions pendant la grossesse. Et donc, ces interventions-là vont favoriser la santé de la mère, va réduire son risque de développer des complications de la grossesse et donc forcément avoir un impact aussi positif sur la santé des enfants à plus long terme. L'activité physique pendant la grossesse est vraiment importante pour plein d'aspects. Tout d'abord, parce que c'est très bon pour la maman, ça fait du bien, c'est bon pour sa santé physique et psychologique. Puis il y a très peu de conditions de grossesse pour lesquelles on ne peut pas faire d'activité physique. C'est sûr qu'une femme qui contracte longtemps prématurément, peut-être qu'on ne fait pas exprès de marcher. Il faut suivre les recommandations de notre médecin si on a trop de contractions. Mais en dehors de ça, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication à faire de l'activité physique. Il faut faire attention peut-être au sport avec impact, qu'on peut recevoir un coup sur la bédaine ou tomber en pleine face. Mais la marche, définitivement, c'est très sécuritaire. La natation, le vélo, il n'y a pas de limite là-dessus. Je suis quelqu'un de très actif. J'ai pas changé grand-chose dans ma routine. Je m'entraîne encore entre 4 et 6 fois semaine. Je pense que l'activité physique puis être en santé, ça fait tellement partie de mon quotidien que je voyais pas faire autrement. J'ai adapté, bien entendu. Tu sais, aller jouer avec les bâtons? Je m'appelle Charlotte Raymond. Je suis officier d'infanterie dans les Forces canadiennes depuis 14 ans. Puis, je suis avec ma fille de bientôt 2 ans, Zoé. Puis, je suis enceinte aussi de notre deuxième petite fille qui s'en vient pour mi-février. Je suis vraiment une meilleure personne quand j'ai pris du temps pour moi, pour m'entraîner, me sentir aussi capable. Parce que notre corps, il change tellement beaucoup durant la grossesse qu'on devient, on dirait, de moins en moins capable de se pousser physiquement. Là, ça nous donne... moi, ça me donne du pouvoir. Les maux de grossesse, ils vont juste en augmentant plus on avance avec les semaines. Fait qu'en bout de ligne,
Je trouve que l'entraînement m'aide à diminuer mes maux de grossesse, maux MAUX, là, tu sais, les douleurs, puis avec la relaxine aussi qui est sécrétée, là, tu sais, notre corps il est super lax, fait que je trouve que l'entraînement vient vraiment soutenir. Ça donne un bon tonus musculaire, puis on en a besoin après. Surtout avec un autre à la maison, là, elle va peut-être pas comprendre que je viens d'accoucher, là. Fait qu'il va falloir que je sois Oui, j'ai un conjoint, là, mais il va falloir que je sois le plus en forme possible, là. Je mets les chances de mon côté. S'il n'y a pas de contre-indication médicale, tout le monde devrait se mettre à bouger. Le plus tôt, le mieux. Donc, dans le temps, on se disait, premier trimestre, risque de fausse couche. C'est faux. Là, on a clairement des données probantes qui démontrent qu'il n'y a aucun lien entre la pratique d'activité physique au premier trimestre de la grossesse et un risque augmenté de fausse couche. Que la pensée d'anomalie congénitale est fausse aussi. Souvent, on se disait, ouais, mais quand on fait de l'activité physique, on a très chaud, hein. Puis on sait que l'hyperthermie peut amener des problèmes au niveau du développement des organes. On le démontre très bien chez l'animal, donc forcément, on fait le lien avec l'humain. On a montré qu'une femme enceinte, elle thermorégule beaucoup mieux que quand elle n'est pas enceinte, puis que c'est un mécanisme protecteur. Il y a aussi le risque de prématurité puis de petits bébés à la naissance. De se dire, bah ouais, une fille qui est très active, elle n'a pas beaucoup d'apport énergétique, donc son enfant, il va moins bien grandir, il va être tout petit à la naissance, ou encore, elle va accoucher de façon prématurée. Là aussi, c'est 2 risques qu'on peut rayer, parce qu'on a vraiment des bonnes preuves scientifiques qui démontrent qu'il n'y a aucune association à avoir. Donc, on tend vraiment à briser les mythes qui existent encore, parce que ça existe. Des fois, les grands-parents ou les anciennes générations le pensent encore, mais je dirais quand même que heureusement, ça tend à disparaître progressivement. On essaye de faire ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Puis si on n'y arrive pas, comme je dis, oui, la période de la grossesse est importante, mais il y a toujours moyen et le temps de le faire plus tard aussi. Si pendant la grossesse, on est trop stressé, on a trop de préoccupations pour X, Y, Z raison, et que c'est pas le bon moment. L'arrivée d'un bébé, c'est une période vraiment de joie, mais on voit que c'est une période de vulnérabilité au niveau des difficultés de santé mentale, comme par exemple des symptômes de dépression ou d'anxiété, pour différentes raisons, des raisons biologiques, des changements psychosociaux, etc. C'est aussi une des complications les plus courantes de la grossesse, d'avoir ces symptômes de dépression et d'anxiété. Donc, c'est très important de ne pas culpabiliser ou blâmer les mères et plutôt de reconnaître, de faire une psychoéducation pour reconnaître c'est quoi les difficultés de santé mentale périnatale, de les reconnaître assez tôt pour pouvoir intervenir et soutenir ces femmes. C'est important ce message de ne pas culpabiliser les femmes et aussi de reconnaître finalement que le fait d'avoir un enfant est un travail reproductif et le fœtus est l'objet de ce travail et donc elles ne sont pas les seules responsables à comment cet enfant va évoluer. Là, en principe, là, c'est le temps de manger une collation. Pourrais-tu me donner un jouet, s'il te plaît? Non, tantôt. OK? Tu peux t'amener un jouet, mais je pense qu'on va plus écouter une petite émission avec une collation. Les pères sont super intéressants dans tout le processus de la grossesse aussi. C'est un projet familial, en fait, donc ça repose pas sur les épaules de la maman uniquement. Je constate quand même une belle présence, un bel engagement là, de la grande majorité des papas que j'accompagne là, dans la grossesse. Je pense que les pères de nos jours sont beaucoup plus impliqués que ceux d'il y a 50 ans, par exemple, là, sur les soins aux enfants, les partages des responsabilités après ça quand l'enfant est là. Ben, on s'entraide pas mal, là. On fait pas mal tout ensemble. Il n'y a pas vraiment de tâches. Peut-être que je fais plus certaines tâches qu'elle, puis elle fait plus certaines tâches. On n'a jamais eu, nous, à s'asseoir pour séparer les tâches. Jamais. Il y en a que je pense que ce sont des tâches qui sont allées naturellement. Comme moi, je vais faire le lavage, lui, il va jamais le faire. Mais moi, je passe pas la tondeuse puis la souffleuse. Ça fait que c'est des choses comme ça. Moi, je vais tout faire la gestion des finances, les paiements, la liste d'épicerie. Lui, il va faire beaucoup l'épicerie, le Costco.
Cuisiner, c'est surtout moi, mais on le fait à deux aussi. Ce que j'aime, c'est que c'est pas calculé, dans le sens qu'on le fait toujours ensemble, mais tu sais, si une journée, moi, j'ai une migraine ou je me sens fatiguée, bien, il va me dire, va prendre un bain, puis je vais m'occuper de tout. Puis je peux faire la même chose aussi. Fait que ça, c'est quelque chose que j'apprécie de notre relation, c'est que c'est juste comme naturel. Règle générale, dans le suivi de grossesse, le père biologique, ou du moins le partenaire, on pourrait dire, est très peu sollicité. On m'a jamais posé de questions, là. Non, le papa n'a pas vraiment... il est pas tant... Lui, comme il s'implique, mais je veux dire, on dirait que le père n'est pas comme intégré là, à ces suivis-là. C'est comme si on s'attend qu'une fois que le bébé arrive, papa sera prêt à recevoir bébé. Et ça, je pense qu'on aurait matière à mieux outiller le papa à être prêt pour cette arrivée-là de l'enfant. Vous aviez faim, hein? On enlève le jouet pas à la table. Enlève-le, s'il te plaît. Mets-le à terre. Raphaël, est-ce que tu veux de la crème sûre? Non, tu veux pas de crème sûre? OK, fait que tu mets ça. Le déroulement de la grossesse est en fait s'inscrit dans un contexte social et différentes parties ont leur responsabilité sur la manière dont cet enfant va être mis au monde et va évoluer plus tard. Est-ce que vous voulez faire des devinettes? Oui. C'est moi qui commence. Non, moi. Non, c'est maman qui l'a dit. Tout le monde, c'est à la part. Le soutien est important du partenaire, de la communauté. Tu sais, l'adage ça prend un village pour élever un enfant, ben, en fait, il n'est pas là pour rien. Puis malheureusement, dans nos sociétés actuelles, le village, il n'existe plus. Donc, on se retombe à être très seul, très isolé. Mais Raphaël, t'es pas censé avoir le bonhomme à la table. Les grands-parents travaillent, tout le monde est occupé, on a tous des vies de fous. Fait que d'être laissé seul avec soi-même et son enfant peut faire un haut niveau de détresse. Je me suis sentie seule, surtout après l'accouchement. Je me suis sentie très seule parce que pendant ce moment, j'avais besoin de contact, de gens à mes côtés. Le moral n'était pas trop comme ça. C'était pas facile, mon accouchement. Fait que pendant ce moment, j'ai senti de la solitude. Je n'ai pas de famille ici. Je suis seule avec mon mari qui est étudiant. On avait besoin de soutien pendant ces moments. Voilà pourquoi j'ai contacté la Maison Bleue pour qu'ils m'aident pour le suivi de ma grossesse et aussi pour la socialisation avec d'autres personnes parce que je ne connaissais pas grand monde. J'étais nouvelle arrivante. Avant de travailler ici, je n'avais pas réalisé à quel point les mamans ont des défis énormes. Déjà, je trouve que la grossesse, la maternité, c'est énorme en soi. Mais là, on rajoute des difficultés au niveau de l'immigration, des difficultés conjugales, des difficultés au niveau des finances. Ces mamans-là sont en survie, puis l'équipe ici, le fait qu'on soit une équipe multi, je pense que ça permet de les soutenir le temps qu'ils sont en survie, de mettre des bonnes conditions pour que la grossesse se passe bien, pour réduire le stress, puis pour les premières années de vie, parce que je pense vraiment que c'est des années déterminantes, puis c'est des années qui sont très difficiles, la petite enfance. Fait que l'équipe au complet ici permet vraiment de porter un peu la maman le temps qu'elle a besoin. Pour ce qui est de la Maison Bleue, de Parc Extension, on a 90% de nos clientèles qui sont des demandeurs d'asile. Donc leur parcours migratoire, c'est la plus grande source de stress. Se retrouver dans un continent totalement différent même de ce qu'ils avaient rêvé, en fait. Si on prend un niveau plus provincial, c'est très difficile de s'y retrouver, déjà pour n'importe qui, mais particulièrement pour des gens qui sont allophones. Donc. Au niveau plus systémique, c'est très difficile d'accéder aux soins pour ces femmes, mais la force de la Maison Bleue, c'est qu'on est une institution de proximité.
On travaille vraiment sur un territoire de 2 kilomètres sur 2 où toutes nos familles peuvent avoir accès à une infirmière. Moi, je peux faire le message au médecin ou à la personne pour qui elle aura des questions. La travailleuse sociale à la Maison Bleue est assez multitâche, mais c'est nous, en fait, qui accueillons la famille la première fois qu'elle arrive à la Maison Bleue, puis on fait une évaluation du fonctionnement social. Donc, on est vraiment la porte d'entrée, si on veut, là, pour la famille. Puis là, on dresse un portrait un petit peu de leur parcours de vie, puis qu'on le présente à l'équipe. Puis après ça, ça va vraiment dépendre des besoins de la famille. Donc, ça peut être accompagnement à l'aide sociale, avec immigration conjointement avec l'avocat. Ça peut être beaucoup d'anxiété, dépression. Donc, on fait des suivis à plus long terme. Les référés à des banques alimentaires, inscription en francisation, c'est vraiment... on s'adapte beaucoup selon le quartier puis selon les besoins de la clientèle. Le rôle du psychoéducateur dès la grossesse est quand même important avec les mamans parce que ça nous permet de commencer à créer un lien, commencer à parler de l'attachement aussi avec leur futur bébé. Des fois, on a des mamans qui sont plus à risque, qui sont plus dans des situations difficiles, des parents qui décodent pas bien les besoins des enfants, qui répondent pas de façon adéquate aux demandes d'interaction des enfants. On n'entend plus les bébés qui pleurent. We don't listen to anything. Je suis une adepte de yoga, j'aime beaucoup ça. Puis là, je me suis dit, surtout ici dans le parc extension, les gens sont pas très en forme, autant physiquement que mentalement. Ils ont beaucoup de traumas, puis ils prennent beaucoup de poids. Ils sont de plus en plus sédentaires. Puis souvent, on pense que les demandeurs d'asile, ils sont arrivés au Canada, leur santé va s'améliorer, mais souvent, on voit le contraire, parce que c'est ça, ils marchent moins, ils habitent dans souvent des logements insalubres et tout, moins bonne alimentation, moins de réseaux sociaux aussi pour s'amuser. Fait que ça faisait un petit peu le tour de tout ça. Ils sortent, ils sont obligés de marcher jusqu'ici. Souvent, ils se maquillent, ils se mettent toutes belles. Puis là, on fait des exercices, respiration, on rit. Ça donne un répit aux enfants aussi. Ils sont pas juste tout seuls à la maison avec le parent. Puis c'est ça. Puis on a souvent des bénévoles justement pour s'occuper des enfants. Donc pour moi, ça faisait... c'est une des plus belles activités, là. Ça nous fait du bien, tout le monde. Quand on donne naissance, l'enfant, par exemple, qui est né, aura eu droit à un suivi en pédiatrie minimum de 11 à 12 rencontres quand même. Et ça, dès la naissance jusqu'à environ 18 mois. Et bon nombre de femmes en période ou en contexte postpartum nous rapportent n'avoir obtenu aucun suivi. Et si elle a eu l'opportunité de bénéficier d'un suivi postpartum, qui est souvent à l'intérieur des 6 premières semaines post-naissance, souvent le focus, si on veut, ou l'angle qui est pris au cours de ces rencontres est surtout sur l'aspect plus obstétrical ou complications obstétricales ou reproductives post-naissance et très peu axé sur le bien-être psychologique ou l'état affectif de la mère. C'est beaucoup sur le physique, c'est pas nécessairement sur l'aspect psychologique. Ça va vraiment être sur l'aspect physique puis l'allaitement. Quand, par exemple, on va au CLSC pour un vaccin, je crois que c'est celui de 2 ou 4 mois, il y a comme une fiche à remplir. Puis là, tu as comme des questions un peu, pas truquées, là, mais c'est comme des questions avec de 1 à 5. Est-ce que des fois j'ai envie de pleurer? Est-ce que je me sens bien dans mon rôle de parent? Puis c'est pour dépister si une femme aurait peut-être une dépression postpartum, mais sinon, ça fait pas mal le tour. L'une des recommandations que moi et d'autres font, par exemple, serait de vraiment joindre un peu un continuum de soins maternels
avec le suivi pédiatrique que suit l'enfant. Donc, par exemple, la question à se poser, c'est qui assurerait le suivi de la mère? Mais certes, je pense que si j'aurais un message à livrer à nos décideurs, c'est que la période postpartum est vraiment une période orpheline pour la mère, le père et la famille de manière générale. Je suis quand même un petit peu surprise qu'on rapporte qu'on ne s'occupe pas de la santé des mères quand on s'occupe de la santé des enfants parce que, bien, d'abord, dans tous nos questionnaires sur le bébé, les premières questions concernent les parents, puis la santé mentale des parents, les changements dans la famille, comment ça se passe et tout ça. S'il y a des frères et sœurs aînés, on va voir comment ils s'intègrent l'arrivée du nouveau bébé, comment ils réagissent à ça et tout. Bon, par exemple, si on fait un suivi de l'enfant à 2 mois, il n'y a pas nécessairement une visite de la mère qui est prévue en même temps. Mais on va comme questionner comment ça se passe, la vie de famille, l'enfant, l'alimentation, tout ça, puis être attentif aux signaux non-verbales. Tu sais, si les parents rapportent que l'enfant pleure beaucoup, qu'il ne dort pas la nuit, mais comment vous vivez ça, vous autres? Puis là, c'est le temps d'aller aborder ces questions-là avec les parents aussi. Puis des fois, un autre des enjeux que je remarque, c'est que même si on décèle plusieurs facteurs de risque de dépression postpartum ou d'anxiété, des fois, c'est une question de ressources autour. C'est que l'accès à des médecins spécialistes en 2e ou en 3e ligne est beaucoup plus difficile qu'avant aussi. Eux aussi se sont embourbés, mais donc tout ce qui attend pour voir un spécialiste revient dans notre bureau encore, des fois 2 puis 3 fois. La demande augmente, l'offre augmente un peu aussi, mais pas assez rapidement pour la demande. Il va falloir qu'on repense un peu la façon d'organiser les soins puis d'organiser les suivis pour que ça ne repose plus seulement sur les épaules, que tout l'accès ne repose pas sur les épaules des médecins. Quand ils sont malades, c'est stressant. Félix a été hospitalisé à un moment donné 8 jours. Très, très jeune, bébé. Ouais. Ben, il a eu fait 3 bronchiolites. Une fois, c'était 8 jours. Ça, on a trouvé ça difficile. C'est absenté, les rendez-vous, les suivis. C'est plus ça. C'est plus le bien-être et la santé des enfants. Ah, ben comme quand Raphaël il avait monté sur un petit bac à linge sale, là, mou en plastique. Il a tombé, il s'était pété le front, puis juste avoir un rendez-vous, c'était super long. Là. Ah, c'était une fin de semaine. Ouais. Fait que là, ils sont dans le bain. Je vais pouvoir commencer à terminer le ménage pendant ce temps-là, pendant que papa s'occupe du bain. Les enfants, en 2024, je les trouve beaucoup plus stressés que la même génération il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, beaucoup plus de consultations pour des enfants qui font de l'insomnie ou qui ont des douleurs au ventre ou qui se disent stressés. Des fois, tu sais, nommer les émotions, tout ça. Le fait que tout le monde ait un cellulaire, qu'on ait les réseaux sociaux qui se soient développés, ça peut avoir des aspects positifs, mais ça a quand même engendré une détérioration de la santé des gens. Donc, moins de gens sont actifs physiquement, plus de gens sont sédentaires, il y a des problèmes de dépendance aux écrans ou aux réseaux, mais ça engendre plus de stress, plus de symptômes dépressifs aussi. J'ai de la difficulté avec les écrans parce que je trouve que, bien, premièrement, c'est le temps qui passe sur les écrans, mais c'est aussi toutes les choses qu'ils ne font pas pendant qu'ils sont sur les écrans. Ça me dérange beaucoup parce que les enfants, tu sais, je veux dire, pour se développer, il y a tellement de choses à faire, tellement de jeux, jouer dehors, tellement de façons d'explorer. La sédentarité est un gros facteur de risque. Puis on a plus d'enfants qu'avant qui ont des enjeux avec de l'embonpoint ou de l'obésité infantile. On voit apparaître plus de diabète de type 2 chez des enfants, chez des adolescents, alors que c'était vraiment une maladie de l'âge adulte avant. Je pense aussi que les écrans, ils se valent pas tous. Il y a une différence entre écouter un film en famille ou laisser un enfant écouter une émission de télé puis versus lui donner une tablette aussi. Ça, j'ai un peu plus de difficulté avec ça.
comment on gère. Dans le fond, nous, ils ont droit à une demi-heure de télé au retour de 20-25 minutes au retour de l'école. Mais je sais qu'en grandissant, la pression elle va être plus grande, là, à l'adolescence. Mes élèves, moi, sont en 5e, 6e. Puis c'est ça, ils ont pas mal tous des cellulaires déjà. Donne un cellulaire à un enfant, surtout avec les réseaux sociaux, c'est que t'ouvres le monde, là. Puis c'est pas nécessairement positif. Il y a des études qui disent que les jeunes n'ont jamais été aussi anxieux, les filles n'ont jamais été aussi dépressives, avec des problèmes d'estime de soi. Tu sais, quand on regarde tous les réseaux sociaux, les filtres. Au niveau de la santé mentale, des études montrent que l'utilisation excessive des écrans est associée à des détresses psychologiques, à plusieurs symptômes de dépression, anxiété et stress et une faible estime de soi. Des enfants qui ont grandi exposés à des médias sociaux, les études montrent qu'ils ont de la difficulté avec les relations sociales et aussi les vivre ensemble et la communication. Ils ont une difficulté à s'exprimer de façon verbale. L'utilisation constante des nouvelles technologies vient remplacer les temps qu'ils jouaient dehors, les temps pour socialiser avec leurs amis. Il y a un article très récent qui est sorti dans le journal prestigieux The Lancet qui a montré qu'à chaque heure quotidienne supplémentaire de temps d'écran dès l'enfance à l'adolescence peut entraîner à une sensibilité à l'insuline réduite et des glycémies plus élevées à l'adolescence déjà. Il existe plusieurs stratégies, je pense, qui pourraient permettre de faire en sorte que les enfants passent moins de temps devant les écrans. Un de ces facteurs-là, pour moi, c'est le rôle de modèle que le parent joue. Dans toutes nos études où on documente le temps d'écran ou le temps d'activité physique ou le temps sédentaire, puis qu'on le fait autant chez l'enfant que le parent, on voit un lien entre les deux. Si on a un parent sédentaire, on a plus de chances d'avoir un enfant sédentaire. Même chose avec l'écran puis l'activité physique. Donc, la première chose pour moi, c'est que le parent soit un modèle pour l'enfant. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui nous rapportent souvent, quand on fait des entretiens ou des groupes de discussion, dire, bien, je sais pas pourquoi mes parents me demanderaient d'être moins devant mon écran. Ils en passent déjà plus que moi à la maison du temps devant leur écran. Après, la mise en place de règles, effectivement, ou de contrats familiaux, souvent, je pense qu'il est peut-être un peu ça le meilleur moyen de mettre de l'avant le rôle de modèle qu'on peut jouer comme parent, c'est-à-dire de s'entendre sur des règles, mais qui sont propres à toute la famille. Est-ce que tu... OK. Pour donner l'exemple, mon chum et moi, ben c'est difficile parce que maintenant, c'est omniprésent. Dans le sens que si je veux faire ma liste d'épicerie, j'ai besoin de mon cellulaire. Si je veux faire ma liste d'épicerie, ben je vais avoir mon cellulaire. Si je veux écrire à mon chum, j'ai besoin de mon cellulaire. J'essaie vraiment de faire attention dans les moments qu'on est ensemble, comme pendant les repas, tout ça, pour pas utiliser mon cell. Je le laisse loin. Mais c'est sûr que c'est difficile parce que je mentirais de dire que j'ai jamais mon cellulaire. C'est vraiment pas vrai. Fait qu'on essaie de se gérer, d'être des bons modèles, mettons. Bon. Est-ce que vous me faites une petite place? Moi, on commence à voir une petite place. Ben, toi, t'as pris le plus grand. On devrait le garder pour la fin. Où est-ce que maman s'assoit? La pratique d'activité physique, elle agit comme un antidépresseur en raison de la sécrétion des hormones, de la dopamine, la sérotonine, et aussi qui font baisser les taux de cortisol, qui est l'hormone de stress. Et la sécrétion aussi de la sérotonine pendant et après l'exercice, ça donne cette sensation de plaisir. Et ça réduit les symptômes de dépression, anxiété et stress. Ce que j'aime dire, c'est que chaque minute, un moins de sédentarité compte et chaque minute, un plus d'activité physique compte aussi. Et là, regarde, ils sont fâchés. Ils disent « chargé ». Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on peut ouvrir la page? Oui, attends, je sais comment. On le remarque tout de suite, s'ils font pas vraiment de sport ou ils sortent pas dehors et tout, ils se tiraillent pas mal plus, ils écoutent beaucoup moins les consignes, si on veut, puis c'est pas mal plus rough dans la maison, là. En ce moment, je trouve ça un peu jeune pour le ski et tous ces sports-là, fait que peut-être un peu plus tard. Sinon, l'été, je fais plus de sport avec eux, si on veut, comme du vélo, aller en promenade, jouer au basketball au parc et tout ça, là.
L'école est l'endroit le plus propice pour développer des interventions, des stratégies pour changer les comportements des jeunes, considérant qu'ils y passent la plupart de leur journée. Les moyens les plus efficaces pour contrer la sédentarité sont ceux créés pour briser le temps sédentaire continu. Il est important de bien définir la sédentarité parce qu'on a un autre concept qui marche à côté, qui est l'inactivité physique. Elles sont souvent confondues, mais ce sont des réalités différentes. L'inactivité physique, elle est le fait de ne pas atteindre les recommandations en matière d'activité physique, soit les 60 minutes par jour en activité physique d'intensité moyenne élevée pour les jeunes. Et la sédentarité, elle relève plutôt les comportements sédentaires. Ce sont des activités physiques à faible niveau d'intensité, avec une dépense énergétique réduite, normalement en position assise, allongée, inclinée pendant la journée. Il est important aussi de considérer qu'on peut à la fois être actif physiquement et sédentaire. Quand on s'intéresse à la sédentarité, en fait, il faut voir ça comme un phénomène quand même assez complexe parce que les effets sur la santé de la sédentarité vont être différents de comment est distribuée cette sédentarité-là sur la journée. De plus en plus d'études s'intéressent à étudier les effets d'une sédentarité, par exemple, de 8 heures au cours d'une journée, mais un 8 heures qui serait entrecoupé de pauses, par exemple, de 5 minutes. Et on se rend compte que si on diminue ces périodes de sédentarité-là, puis on les distribue dans le temps, pour une durée équivalente de sédentarité, on peut avoir des effets qui sont différenciés. Et c'est d'autant plus vrai si les activités intermédiaires entre ces périodes de sédentarité-là vont chercher une pratique d'activité physique qui peut être légère et même jusqu'à modérée. À ce moment-là, on vient vraiment un peu contrecarrer les effets de ce 8 heures de sédentarité-là au cours d'une journée. On est capable de passer ça? Donc, hey, super! Donc, on est rendu à la deuxième partie de notre cours aujourd'hui. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a pratiqué nos jeux, on a travaillé. On a essayé de s'assurer que tout le monde puisse attraper des ballons un petit peu, que tout le monde connaisse leur jeu. On va commencer les matchs aujourd'hui. C'est les matchs préparatoires. Question? Excellent. Vous êtes bons, vous êtes capables? On y va? Je vous dirais que l'enjeu majeur, c'est le décrochage sportif. C'est que les ligues sont faites pour être des ligues compétitives. Nos jeunes qui sont déjà sportifs vont être attirés par les structures sportives. Ils en pratiquent déjà à la maison, sauf que l'enjeu, qu'est-ce que je peux faire pour ceux qui n'en pratiquent pas? C'est s'assurer de mettre un climat qui va être motivationnel, qui va être engageant, qui vont se retrouver avec des personnes avec qui ils vont pouvoir créer un sentiment d'appartenance. S'assurer aussi que l'offre soit diversifiée. Ben oui! Belle couverture, Alphonse, là-dessus, c'est bien! Tu l'as couvert ton joueur. Si mon jeune n'est pas motivé, comment moi je peux faire pour bâtir un climat qui va être motivationnel puis engageant vers l'élève? Si je développe son sentiment de compétence ou ce qu'il sait qu'est-ce qui est attendu de lui, il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis je lui donne les outils pour réussir. Puis s'il n'est pas capable actuellement, que je diminue un peu la difficulté pour que tranquillement vive une réussite, 2 réussites. Oh! Hey, je suis capable, moi aussi! Puis finalement, l'autonomie. Si le jeune ne fait jamais de choix, puis que c'est moi qui oblige à faire « tu vas faire ce sport-là, tu vas faire telle activité », je passe peut-être à côté du message. Oh! Oh! Et c'est bon, bravo! Un bon entraîneur va faire gagner des matchs. Un excellent entraîneur va changer une vie. Parfait, super. Excellent. Ça roule, Raoul. Chaque semaine, on a 2 périodes collées une fois par semaine. Puis on pratique des nouveaux sports à chaque fois. Puis cette semaine, c'est le flag football. C'est la première fois qu'on jouait. On a vraiment un esprit d'équipe, peu importe juste la classe. C'est pas nous qui décidait avec qui qu'on était, mais genre on avait pareil un esprit d'équipe avec tout le monde, puis c'était bien le fun. C'est qui le suivait? C'est toi? Oh, Arthur, je vais le suivre! Mais tu t'es fait avoir toi aussi. Hey, oubliez pas, je veux qu'il y ait plus que 2-3 joueurs qui reçoivent des passes. On a plusieurs équipes sportives, puis sont quand même engagés là-dedans. Puis on a plein d'activités aussi le midi, des fois, du sport ou genre des pédagogues. Donc, il y a plusieurs initiatives au travers des années qui ont été faites dans l'école pour s'assurer qu'on ait beaucoup d'offres sportives. Sur l'heure du midi, il y a toujours un gymnase qui est un sport qui est déterminé, mais qui est libre. Donc, c'est n'importe qui
peut venir s'entraîner à ce sport-là. Il y a un enseignant qui est là pour s'assurer de la sécurité, fait que ça se fait bien. La salle de musculation, aujourd'hui, est pas très, très remplie, mais elle est ouverte tous les midis de semaine et après l'école. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il y a beaucoup d'usagers qui viennent. Et quand on est obligé de la fermer, des fois, oh là là, ils sont pas contents. Ils sentent qu'ils ont besoin de ça pour leur journée, sinon ils sont quasiment en manque, c'est capoté. Moi, c'est Raphaël, j'ai 12 ans. Je suis ici à l'école secondaire des pionniers. Je suis en première secondaire. Je vais 2-3 fois par semaine à la salle de muscu. Je pratique des sports à l'extérieur de l'école, je pratique des sports à l'intérieur de l'école. Je fais du vélo de montagne avec mes amis, comme Noah Plante. Je fais aussi du football ici à l'école. Mais pour être en forme, là, parce que c'est plate rien qu'être assis sur le divan aussi. Là. Fait que les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire genre un fake troll ball à 3, là. Fait que juste essayer de combattre. On fera genre un King of the après. Oui? Ce qu'on avait jasé, c'est qu'on faisait 3v3. Quand tu meurs, tu comptes 8 bateaux, tu vas toucher au mur, tu reviens après. Parfait, c'est bon. Excellent. Vous voyez comment ils sont autonomes, mes élèves? On a l'UMA qui vient faire du médiéval une fois semaine. Donc, on a nos jeunes un peu plus geeks, les nerds qui font pas de basketball, ça les intéresse pas. Mais là, tout d'un coup, on leur met des épées. Ils rentrent dans un monde médiéval fantastique. Oh, bien joué! On a eu un écran. 1 à 1. Les rouges inclusifs à 1, les mauves aussi. Très bien. Ce midi, on a fait 2 choses principales. La première chose, c'est un sport qu'on appelle le troll ball. Tu as 2 équipes qui doivent mettre la tête du troll qui est au milieu dans le but de l'équipe adverse. Il y a des combats suite à ça avec les épées. Dès que l'épée touche un membre, c'est comme si tu avais perdu ce membre-là. Je fais pas de sport professionnellement et catégorisé comme un sport, mais je vais beaucoup m'entraîner, salle de musculation, le plus de fois possible, souvent 2 à 3 fois par semaine. La diversité, l'autonomie, l'appartenance, avoir les amis qui qu'on est sur l'heure du midi à la salle de gym, ça veut tout dire pour eux autres, puis le sentiment de compétence. Si on travaille ces 3 choses-là, d'après moi, on est capable de toutes les faire bouger. Nous, en tant que chercheurs, on a un grand souci, en fait, ce qu'on appelle de mobiliser les connaissances. Une fois qu'il y a ça, il faut aussi que le message y passe au niveau de la municipalité, au niveau des ressources communautaires, au niveau des hôpitaux, des publicités à la télévision, des affiches, des campagnes populationnelles. L'importance que les municipalités, les villes peuvent avoir pour organiser des endroits qui soient sécuritaires pour pratiquer de la marche, avoir des endroits de nature de proximité dans lesquels les gens peuvent aller. Donc, tout l'aménagement urbain est super important pour influencer le comportement des gens. On voit de plus en plus que les maladies arrivent de façon prématurée, par exemple à 40 ans à la place de 60-70 ans, comme on avait avant. Il faut qu'on soit attentif à nos habitudes de vie parce qu'elles jouent un rôle direct dans le développement de ces maladies-là. L'activité physique, c'est considéré comme le meilleur médicament pour soigner et prévenir la plus grande majorité des maladies chroniques. On sait qu'on doit plus bouger. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? C'est quoi? Où c'est que ça coince? Ah, t'as-tu eu assez? Un bon parent, c'est le parent qui est à l'écoute. C'est le parent qui est intuitif. Tous couchés. Je me rends compte que ce qui est vraiment aidant, c'est moi, comment je me sens. On dit des fois que les parents, c'est comme les thermomètres de la maison. Puis si moi, je me lève de mauvaise humeur, tous les enfants vont être de mauvaise humeur. C'est comme une contagion, là. Ça fait une mauvaise journée. Le début, donc, de devenir un bon parent, c'est de croire en son habileté à être un bon parent. Mais ça signifie que le parent, même le bon parent, va souvent faire des erreurs. Oh, ça oui! Câlin! On va-tu mettre la suite puis on va jouer dans la neige? Un message que j'aimerais dire, c'est que chaque chose en son temps, de se faire confiance puis de lâcher prise sur beaucoup de choses qu'on pensait faire, la mère qu'on pensait être. On est le parent que notre enfant a besoin. Comme conseil pour les futurs parents, c'est vraiment beau. Je veux pas que
J'aime pas l'espèce de culture de « mon Dieu, je suis à bout de mon enfant ». J'aime vraiment pas ça. Moi, je trouve que c'est très, très beau avoir des enfants. C'est très dur, par exemple, mais ça va nous faire grandir comme jamais parce que t'as pas le choix de repousser tes limites. Fait que moi, je dirais de peut-être lâcher prise sur des choses qui sont peut-être moins importantes, mais surtout là, de profiter. On dit que c'est... Ça a l'air quétaine à dire, là, mais ça passe vraiment vite. Ça passe comme ça. Puis si on est trop préoccupé dans des détails insignifiants ou à se mettre énormément de pression puis à être malheureux, je pense qu'on passe à côté de choses qui sont vraiment précieuses, puis plus tard, on peut le regretter. Maman, Nanto. Quoi? Nanto. Tu veux un verre d'eau? Oui. OK. Tu vas-tu? Oui.